Hello et bonjour tout le monde dans ce nouveau webinaire. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre correctement et si la qualité de l'image est bonne, si tout se passe bien. N'hésitez pas à m'en faire part, s'il vous plaît, s'il y a quoi que ce soit au niveau de la qualité. Merci déjà d'être là. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. N'hésitez pas à me le dire sur le chat donc, pour savoir si tout est OK. Super. Donc déjà, bonsoir à tous. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir encore une fois connecté avec nous dans ce nouveau webinaire où l'on va discuter d'un ou de deux principaux outils ou framework C2, un framework de command and control, qui sont vraiment très très intéressants, qui sont Poche C2 et Covenant. Bien sûr, n'hésitez pas à nous fournir vos suggestions relativement au prochain webinaire. Je suis en train de vous préparer la liste. Bon, dans la liste, il y a de l'OpenCTI, il y a aussi Selk, il y a du CubeOS, il y a aussi des webinaires qui vont être destinés aux environnements SOC, donc avec des déploiements, mais aussi on parlera de schéma directeur et ainsi de suite. Et sans oublier, bien sûr, un point qui est très important, c'est qu'on va pouvoir, ou que je vais vous préparer une capsule sur la mise en situation d'audit. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'effectuer donc, un audit slash pentest ensemble, de bout en bout, en préparant un rapport assez rapidement et donc en découvrant ensemble les différentes phases à pouvoir effectuer pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas déjà effectué du test d'intrusion dans des conditions réelles. La deuxième des choses, c'est aussi pour les pentesters qui en font, ou pour les gens qui font déjà du pentest, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir découvrir de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Bref, je vais vous partager les détails par la suite. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à partager au niveau du chat vos suggestions si jamais vous en avez. Et bien sûr, on va pouvoir donc commencer notre webinaire assez rapidement. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les noter au niveau de l'onglet des questions. Et donc, pour commencer notre webinaire, donc je rappellerai l'intérêt de pouvoir avoir donc l'objectif de pouvoir découvrir ce type d'outils qui sont Poche C2 et Covenant, qui vont nous être vraiment très très utiles dans des approches qu'on va appeler donc l'émulation d'adversaires. Bon, la traduction, ce n'est pas vraiment très correct comme phrase si vous voulez, où la traduction n'est pas très belle au niveau des différents termes, mais émulation adverse reflète tout simplement le terme adversary emulation. Donc, tout ce qu'on est en train de faire et ces frameworks qu'on va pouvoir découvrir sont surtout là pour pouvoir faire ou pouvoir exécuter cette approche-là, approche qu'on appelle l'adversary emulation. Donc, l'émulation de l'adversaire ou l'adversary emulation, c'est une activité où des attaquants vont pouvoir donc tout simplement émuler la manière dont un adversaire va pouvoir opérer. Quand on va dire adversaire, c'est un attaquant. Bien sûr, dans ce contexte-là, les attaquants, dans la plupart des cas, représentent les groupes APT, donc les Advanced Persistent Threat. On a vraiment besoin de cette approche-là parce que tout simplement, les approches de test d'intrusion de base ou les procédures de base ne sont plus suffisantes pour pouvoir évaluer donc la préparation ou le degré de préparation d'une entreprise face à des attaques. L'émulation adverse a pour but d'améliorer dans ce cas-là la résilience de l'organisme vis-à-vis des techniques donc, communes qui sont utilisées par des groupes APT. Bien sûr, ceci aussi s'approche et s'apparente au red et purple teaming qui peuvent être considérés comme une émulation adverse. Ce qui doit aussi être pris en considération à ce moment-là, c'est qu'au niveau de cette émulation, on va pouvoir donc bien sûr exploiter donc les activités adverses. Donc on va pouvoir exploiter dans les activités adverses les techniques qui vont pouvoir être exploitées par des attaquants, donc des TTP, les tactiques, techniques et procédures. Et ils ne sont pas
Mais il faut donc les prendre en considération pour pouvoir mettre en place vos scénarios. Donc, bien sûr, il faudra revenir vers l'approche de base, c'est-à-dire pour les TTP, l'a dit, donc ce qu'on a pu discuter préalablement et relativement au kill chain. Donc, si vous vous en rappelez au niveau du webinaire sur les kill chains. Donc, il faut vraiment s'apparenter aux différentes matrices d'attaque. Donc, après, bien sûr, le framework du Mitre n'est pas le seul qui est mis en place, mais c'est le plus mature et le plus intéressant pour pouvoir établir donc, des procédures, des processus, une méthodologie d'attaque qui va vous permettre de pouvoir évaluer au mieux donc, la structure ou le scénario ou la kill chain d'une attaque bien spécifique. Donc, à ce moment-là, bien sûr, vous pouvez vous y référer. C'est un point qui est très important, surtout que la plupart des outils aujourd'hui se basent sur les approches donc, du standard attaque ou de l'approche du framework attaque pour pouvoir structurer donc tout simplement des attaques ou de structurer une kill chain. À partir de là, donc bien sûr, on a un petit exemple qui va pouvoir être mis en place par le Mitre. Donc, disons, c'est un use case général d'un exemple donc de mise en place d'une attaque qui va pouvoir être mise en place dans le contexte d'une émulation donc d'attaque donc adverse ou de l'adversary emulation avec ses différentes phases. Donc, bien sûr, avant de pouvoir penser à faire de l'adversary emulation, il faut bien prendre en considération l'importance de pouvoir mettre en place un processus qui va prendre en considération différentes phases. Donc, on retrouve bien sûr les phases traditionnelles, donc aussi bien d'un test d'intrusion que des attaques qui vont pouvoir être perpétrées par des APT. Le modèle qui est devant nous est un modèle de base du Mitre. C'est un modèle qui est nommé le modèle d'attaque APT3 et qui est souvent ou le plus souvent donc pris en considération. Donc là, on a un petit exemple assez simple avec la mise en place de l'infrastructure command and control, le packaging du software, l'obfuscation des fichiers malfaisants et l'accès initial. Donc une fois que l'accès initial a été effectué, on a un bon nombre d'opérations qui vont pouvoir être effectuées au niveau de la machine de la victime. Donc, comme une compromission des hôtes, des évasions de privilèges, des évasions de défense, de la persistance, des mouvements latéraux et ainsi de suite. Sachant bien sûr que chaque framework de command and control qu'on va pouvoir choisir dans notre exercice d'émulation adverse ou encore de red team doit prendre en considération ces aspects-là et la plupart donc intègrent ces différentes phases, donc ils vont être donc tout simplement embedded dessus, donc ils vont être incluses dedans, comme on va pouvoir le découvrir. Et bien sûr, ces différents frameworks ou dans le processus de l'émulation adverse, on retrouve aussi de la collecte de données. Donc on peut avoir aussi plusieurs stages, plusieurs phases d'exploitation ou plusieurs phases de manipulation de notre binaire malicieux ou de notre mode opératoire, bien sûr en prenant en considération aussi l'exfiltration de données. Donc ça, c'est un petit exemple parmi d'autres. Il y a aussi d'autres exemples que vous pouvez retrouver et chaque émulation va être spécifique à des groupes APT. Donc, bien sûr, il ne faudra pas vous fier à 100% et spécifiquement à un modèle donc, bien défini. Donc, les modèles vont pouvoir différer selon votre contexte et selon le mode de fonctionnement de l'entreprise. C'est très important à souligner parce qu'il ne faut jamais calquer que ce soit une politique de sécurité, que ce soit une procédure, une méthodologie et ainsi de suite. Il faut vraiment faire les choses de manière à ce que ça puisse répondre au maximum à votre contexte. Ici, un autre exemple pour un plan d'émulation pour les APT ou pour l'APT 28. Donc, il se décompose en 3 phases. Donc là, on retrouve aussi les différents noms de code donnés donc donnés au niveau du framework du Mitre. Donc là, on a vraiment toutes les phases, ce qui commence par du spear phishing, par l'exécution malicieuse via du PowerShell. La deuxième phase avec la persistance, donc du privilege escalation, de l'évasion de défense et des mouvements latéraux, et enfin de l'exfiltration. Donc là, vous pouvez me poser parfois une question, ou vous pourrez me poser une question qui va tout simplement consister en fait de pouvoir retrouver
les commandes et les techniques à utiliser. Bon, c'est bien beau de pouvoir avoir une procédure, de bâtir des plans, de pouvoir donc avoir donc les phases d'exploitation qui sont suivies ou les scénarios ou les kitchens exploités par des groupes d'attaquants. Mais c'est bien beau, mais comment pouvoir les appliquer dans le monde réel? Donc, si on n'a pas forcément la capacité ou un outil qui va pouvoir nous permettre de tout faire et qui a déjà tout automatisé toutes les différentes phases, ou bien si on veut customiser ces phases, comment on peut faire? Donc à ce moment-là, je vous conseillerais de pouvoir aller vers Atomic Red Team. Donc je ne sais pas pour les autres, s'il y en a déjà qui ont utilisé Atomic Red Team. Donc mais Atomic Red Team est donc un outil incontournable pour toutes les Red Teams. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant qui va vous être donc extrêmement utile dans vos phases de test d'intrusion, notamment dans le Red Teaming. Donc, du coup, c'est une librairie de tous les tests qui vont ou qui peuvent être exploités. Donc, qui peuvent être donc exploités dans des approches de Red Teaming. Bon, vous pouvez le télécharger et l'exécuter. Et vous pouvez donc aussi principalement retrouver les différentes techniques donc, qui ont déjà été répertoriées selon les approches ou selon le framework du Mitre. Et pour chaque code ou chaque nom de code, vous allez retrouver donc la technique en soi et les commandes donc, qui permettent de pouvoir l'exécuter. Donc, bien sûr, il n'existe pas que ces commandes-là de pouvoir structurer une kill chain ou une émulation adverse, mais bien sûr, il en existe vraiment beaucoup. Beaucoup d'alternatives sont possibles, mais ici, au niveau de l'Atomic Red Team, c'est une librairie qui est assez complète de tout ce dont vous aurez besoin. Donc, d'ailleurs, je vous partage le lien sur le chat. À partir de là, donc bien sûr, pour pouvoir effectuer ces émulations adresses, et là on vient au sujet de notre webinaire, donc on va pouvoir donc utiliser donc ce qu'on appelle des frameworks C2. Donc un framework C2, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, qui ont déjà une idée, à votre avis, c'est relatif à quoi exactement? Ou si quelqu'un l'a déjà ou a déjà pu utiliser ce dernier, n'hésitez pas bien sûr à interagir avec nous au niveau du chat. Donc pour les frameworks C2, donc C2 signifie Command and Control. Donc tout simplement, ça reflète ce qu'on connaît déjà sur les serveurs CNC. Pour ceux qui ont déjà suivi mes formations sur Alform ou quelques-uns de mes webinaires, on en a discuté donc de manière assez approfondie. Donc un serveur CNC est tout simplement un serveur qui va pouvoir donc tout simplement contrôler les machines qui vont pouvoir être compromises. Donc c'est un serveur en quelque sorte intermédiaire entre le hacker et les différentes machines compromises. Ce serveur va pouvoir nous permettre de pouvoir exécuter nos commandes. Ce serveur va nous permettre de faire le suivi des machines compromises, de pouvoir récolter et exfiltrer des données, mais aussi, dans le cas d'une approche Red Team 100%, de pouvoir protéger l'exfiltration ou de pouvoir protéger ou rester le plus furtif et donc protéger le Red Teamer. Donc, généralement, c'est aussi utilisé dans des contextes de malware ou par des développeurs de malware. Et dans ce cas-là aussi, c'est pour protéger le développeur de malware en soi. Donc, bien sûr, ces frameworks ou ces outils qui nous permettent de faire ça sont très, très nombreux. Donc, il n'existe pas un ou deux ou trois. Il y a une centaine qui existent, plus efficaces les uns que les autres. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir découvrir au niveau de notre partie de démo. Et donc, il y a un petit point quand même sur lequel on va pouvoir avoir un petit, disons une petite question, c'est comment choisir mon framework C2 ou CNC, si vous préférez. En fait, c'est assez simple, tout dépend de l'approche que vous voulez suivre et du besoin que vous avez. Pour ceci, nous avons donc tout simplement une matrice qui s'appelle la matrice C2. Donc, c'est la matrice ou la C2 Matrix qui a été développée, donc qui est accessible bien sûr gratuitement et qui permet donc de pouvoir avoir une vue assez exhaustive, donc tout simplement de tout ce qui va être ou tout ce qui va être relatif au framework CNC.
Donc là, on a la liste de tous les frameworks C2 qui existent, donc que vous pouvez retrouver ici, donc, sous format d'un petit fichier Excel. Donc là, je vais vous le montrer sur le fichier Excel en soi. Ça va être beaucoup plus intéressant. Donc là, on a la petite matrice. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, je vais partager les deux petits liens avec vous sur le chat. Voilà. Hop. Et le deuxième. Voilà, vous avez les deux liens qui sont partagés. Et donc là, on retrouve la liste des frameworks C2 qui sont mis à votre disposition. Donc là, comme je vous ai dit, il y en a vraiment une centaine. Donc là, il n'y a pas vraiment une centaine, il y a 70 si je ne me trompe pas, ou 65 globalement. Vous avez une vue globale par rapport aux différentes solutions CNC que vous avez, aux solutions C2, pardon. À partir de là, vous avez bien sûr différents vecteurs de comparaison ou de benchmarking si vous préférez. Le type de licence, le pricing, donc au niveau du prix de manière globale. Vous avez les liens vers les sites officiels ou bien vers le GitHub. Donc le compte Twitter des développeurs. Et bien sûr, vous avez des informations sur l'outil en soi, les dernières versions actuellement exploitées, les différentes implémentations. Est-ce que c'est du Docker, c'est des binaires? Est-ce que ça peut, n'importe quel type d'implémentation ou de développement qui a été utilisé au niveau de l'outil? Le langage de programmation qui a été utilisé pour le côté serveur et pour les implants. Donc, quand on dit implant dans un outil C2 ou dans un framework C2, ça veut dire tout simplement la backdoor qui va être envoyée. C'est équivalent à un implant. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu le binaire piégé ou le script piégé ou en quelque sorte l'implant qui va pouvoir être injecté ou le payload qui va être injecté au niveau de la machine de la victime. Après, vous avez des informations sur l'interface utilisateur. Bon, ces informations sont assez intéressantes, surtout si vous utilisez par exemple ou si vous cherchez à faire un travail collaboratif. Le multi-user est très très important à prendre en considération. Donc après, on a d'autres informations comme l'interface utilisateur, le dark mode. Bon, là, c'est pas toujours vraiment très intéressant pour le dark mode et l'API. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez l'intégrer avec d'autres outils. La disponibilité de l'implant au niveau de machines Windows, Linux et macOS. Là, c'est des points aussi qui dépendront de votre contexte. Les canaux de transmission et de communication. Donc là aussi, ça reflète à quel point l'outil peut être furtif, même si parfois on pense être furtif en passant par des protocoles comme de l'ICMP pour d'exfiltration ou encore de l'IMAP ou autre, mais ça devient de plus en plus facile à détecter. Avec un petit snort, on peut vraiment arriver à détecter beaucoup de techniques d'exfiltration de data, mais aussi de communication avec des serveurs CNC de manière furtive. Donc ou le protocole, ou le type de protocole ne reflète pas forcément la qualité de la furtivité. On peut aussi bien être furtif sur des contextes qui vont être, via des protocoles qui vont être communs, que sur des protocoles qui ne vont pas l'être forcément. Après, on retrouve aussi d'autres informations comme les différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver au niveau du framework, comme les échanges de quais, la Stegano, s'il va utiliser du proxy, donc du domaine front. Donc là, c'est vraiment une technique très intéressante. Donc là, après, si ça vous intéresse, je peux en discuter plus en détail au niveau d'un autre webinaire. Donc, c'est quelque chose qui va être exploité surtout en cloud pour pouvoir vraiment être beaucoup plus furtif. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est une technique qui est largement utilisée. Et bien sûr, on a d'autres fonctionnalités à exploiter. Vous pouvez aussi même trouver des fonctionnalités comme du mapping relativement au framework d'attaque, la partie dashboard, la détection, donc les différents hash reconnus, le taux de détection et ainsi de suite, et le support. Donc, et le support, je pense que c'est un point aussi très, très important avec le nombre d'issues, donc le nombre d'erreurs qui ont été remontées, parce que cela nous permet tout simplement de pouvoir savoir si l'outil présente beaucoup de bugs. Donc, c'est un point qui est très, très important. Savoir quels sont les bugs qui existent,
Donc, je vous conseille toujours de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les bugs, donc sur les repos. Donc, toujours aller vers Issues pour voir les bugs qui existent au niveau d'un outil. Ça vous permettra de voir si c'est des outils qui sont assez fiables, quels sont les types d'erreurs que vous pouvez avoir dans ce type d'outils, mais aussi savoir si c'est des outils qui conviennent à votre besoin ou s'il y a des problèmes relativement à votre besoin. Et bien sûr, plus il y a de bugs, plus ça va être compliqué. Sans oublier le fait qu'il n'y a pas bien sûr de programme ou de framework ou de solution ou de script sans bug. Il y a quasiment toujours des bugs. Et vous avez aussi des notes qui ont été rajoutées. Donc, des notes notamment sur l'outil, sur la façon dont il a été développé et ainsi de suite. Donc, du coup, on retrouve vraiment tous les différents éléments nécessaires dans notre C2 Matrix. Et d'ailleurs, par exemple, si vous voulez choisir des outils bien spécifiques, il suffit d'aller vers nous et choisir vos outils. Salut Nicolas, ça fait plaisir de voir que tu es là. Donc, bien sûr, pour tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser au niveau de l'onglet questions. Donc là, je peux retrouver, par exemple, mon outil Posh C2. Donc, hop, et je peux rajouter aussi mon autre outil qui est Covenant, qui est assez connu aussi. Donc là, OK. Donc là, je vais faire un petit truc. Donc, Covenant. Donc là, j'ai mon petit Covenant. Je peux retrouver ici les différentes informations sur ce dernier. Et on peut facilement faire un petit benchmarking avec, donc, tout simplement, mon deuxième outil, donc, qui va être tout simplement, donc là, je remets mon petit Posh et mon Covenant. Covenant qui est là, et Posh qu'on va retrouver un petit peu plus en bas, Posh C2, ici. Là, on retrouve nos deux techniques, comme vous pouvez le voir, donc, ou nos deux frameworks, nos deux outils. Donc, bien sûr, vous avez même le lien vers le Twitter ou l'email ou l'adresse ou la plateforme de la personne qui est en charge de l'évaluation de l'outil, du framework ou de l'outil avec les différentes possibilités. Donc, et là, ça vous permet de faire un benchmarking assez simple, donc assez rapide, ce qui est pas mal du tout. Et donc, du coup, là, vous pouvez voir quand même que c'est des frameworks qui se ressemblent beaucoup, sauf parfois, bon, pour du Posh, pour les implants, on peut trouver de légères différences, mais bien sûr aussi pour la partie canaux de communication, comme vous pouvez le voir ici. Et bien sûr, même la partie couleur nous permet de rapidement trouver, donc, tout simplement les points positifs et négatifs selon chaque framework, chaque outil qu'on va pouvoir utiliser. Et on voit quand même que les deux outils se rapprochent beaucoup. Après, par expérience, Posh C2 est beaucoup plus complet que ce qu'on retrouvait sur Covenant. Covenant, j'ai eu beaucoup de bugs personnellement par rapport à son utilisation. Alors, pour tous les jours, pour ceux qui font vraiment beaucoup de red immune ou pour du test d'intrusion, ça reste assez problématique. Après, sur Posh C2 aussi, on a plusieurs types de possibilités. On a des droppers qu'on peut customiser. C'est assez sympa. Et on a aussi, donc, tout simplement, une maîtrise beaucoup plus avancée de l'outil. Donc, avec Covenant, on a aussi une certaine maîtrise, mais avec ce dernier, cela devient un petit peu plus, simple avec Posh C2 que sur Covenant, sachant que Covenant est un framework 100% .NET. Concrètement du Posh C2, où le serveur est écrit en Python, et les implants vont être en PowerShell, en C# et en Python, comme vous pouvez le voir au niveau de la matrice. Donc, juste pour revenir à un petit message sur le chat, merci Stéphane de ta remarque. Donc, effectivement, pour le SolarWinds, sur la partie SolarWinds, le DNS Tooling a été utilisé. Bien sûr, je n'ai pas généralisé. Dans ce cas-là, bien sûr, si la technique a été mise en place de manière très avancée et si ça a été vraiment étudié correctement, bien sûr,
on peut réussir à exfiltrer via n'importe quel protocole. Même si aujourd'hui, des protocoles comme le DNS, comme l'ICMP, comme de l'HTTP, bon, même de l'HTTPS aujourd'hui, sont devenus assez suspicieux au niveau d'une infrastructure. Et de facto, on va aller chercher à les analyser et à pousser nos techniques de détection dessus. Mais derrière, il faut juste, entre parenthèses, faire attention à un petit point qui est assez important, c'est que tout peut passer si la technique a été mise en place correctement et si elle a été bien pensée. Bien sûr, ça peut sur n'importe quel type de protocole, même si aujourd'hui on axe surtout vers le DNS qui est devenu assez démocratisé pour les attaquants. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut effectuer tout ce qu'on veut dans ce sens et on peut bien sûr réussir à pouvoir exfiltrer bien sûr via ces différentes techniques. Après, ça dépend de l'outil qui a été mis en place, de l'approche, du script qui a été développé, de la façon dont il a été développé et comment il arrive à le faire. Donc, bien sûr, de manière générique, c'est assez facile à détecter, mais bien sûr, si cela a été bâti correctement, de manière approfondie et de manière assez furtive, donc oui, tu as tout à fait raison, ça marche très, très bien. Et donc, à partir de là, nous avons fini rapidement la découverte de la matrice ou de notre matrice C2 et nous allons passer donc tout simplement à notre partie démo pour découvrir les deux outils. Je vous dis donc à tout de suite dans 30 petites secondes pour pouvoir continuer sur la partie démo. Bien sûr, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau de l'onglet questions. Et donc, on va pouvoir passer à notre phase de test. Hop là. Hop là. Et on va pouvoir commencer à discuter plus concrètement de ces outils. Donc là, on commence toujours par notre outil ou par l'outil Poche C2. Donc, comme on a dit, l'outil Poche C2 est accessible sur GitHub. Donc, il est open source. Et bien sûr, c'est un des outils les plus puissants quand vous faites du red teaming ou de l'émulation adverse. C'est un outil très, très complet. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur n'importe quel type de plateforme que sur donc aussi bien au niveau de n'importe quel type de plateforme qu'avec Docker. Donc, c'est un point important pour ceux qui aiment bien utiliser les environnements dockerisés. Il a beaucoup de payloads qui peuvent être largement configurables. Et ça, c'est vraiment très puissant parce que vous avez même des droppers que vous pouvez customiser après qu'ils soient générés à votre guise pour en faire ce que vous voulez, même pour aller beaucoup plus loin que ce qu'offre Poche C2 dans ce sens. Après, bien sûr, ce qui est aussi très intéressant, ce n'est pas seulement le nombre de payloads qui est mis à disposition, mais le fait que ce dernier
permettent de pouvoir bypasser automatiquement ce qu'on appelle l'event tracing Windows ou for Windows, qui est une technique qui va être utilisée et qui permet de pouvoir détecter différents malwares, mais aussi l'ANSI. Donc, l'ANSI aujourd'hui, qui fait partie des techniques donc, qui sont présentes au niveau de Windows 10, donc ce qu'on va appeler l'anti-malware scan interface. Et l'objectif au niveau de cette dernière est de pouvoir faciliter l'interaction entre les langages de scripting et de solutions antivirus, notamment avec du Python ou encore du PowerShell. Donc, par défaut, ce dernier permet de pouvoir bypasser ces différentes protections, sachant qu'avec Poche C2, on va pouvoir aussi retrouver donc une librairie, enfin pour la partie PowerShell, une librairie PowerShell qui va être embedded, et bien sûr, ce dernier va pouvoir nous permettre de pouvoir aussi faire des communications avec notre serveur C2 de manière totalement furtive et sécurisée. À ce moment-là, bien sûr, les fonctionnalités sont très, très nombreuses et je vous invite à pouvoir jeter un coup d'œil sur donc tout simplement la documentation de manière plus complète sur le lien que je viens de partager avec vous sur le chat. On va donc pouvoir utiliser Poche C2, sachant que ce dernier n'est pas un framework très simple. Enfin, simple, quand je dis simple, ce n'est pas un framework anodin. C'est aussi un framework qui a été largement utilisé par beaucoup de groupes d'attaquants, notamment des groupes comme APT33. Donc, si on retrouve, si on part vers la page relative au framework du MITRE, plus précisément au niveau des groupes APT, on peut retrouver donc au niveau de ce dernier donc les techniques utilisées par exemple par l'APT33, et là on retrouve par exemple, si je fais une recherche par rapport à Poche C2, qui fait partie des outils qui sont largement utilisés par les APT. Ce n'est pas que l'APT33 qu'il a déjà utilisé, l'APT28 aussi, 41, et d'autres groupes qui exploitent largement cet outil-là. Bien sûr, l'outil ne va pas forcément être utilisé que de manière basique, il va pouvoir aussi être utilisé de manière assez avancée, et donc il va pouvoir aussi être customisé, adapté, parce que bon, il possède vraiment une configuration, une possibilité de configuration extrêmement poussée. Donc, si je vais vers mon push config, je peux donc tout simplement retrouver les différentes possibilités, les différentes configurations que je peux manipuler au niveau de mon serveur CNC. Et bien sûr, c'est complètement customisable. Et Dieu sait ce que peuvent faire des groupes d'attaquants chevronnés si jamais ils ont donc tout simplement ou ils ont la capacité de pouvoir donc tout simplement customiser ce type d'outil. Pour pouvoir l'utiliser dans notre démo, donc je vais le faire de manière assez simple. Donc déjà, je vais lancer un petit terminator parce qu'on aura besoin principalement de deux fenêtres. Donc après, dites-moi si vous arrivez à bien voir mon écran. Donc, je vais couper ma fenêtre en deux côtés horizontal. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais lancer mon push serveur. Donc, mon push serveur qui va me permettre tout simplement de pouvoir exécuter une écoute donc, au niveau de ma machine, donc, mais aussi de pouvoir générer donc, les payloads qui peuvent être exploités. Donc là, vous remarquerez sur le push C2 qu'on a beaucoup de payloads qui sont générés automatiquement. Donc là, vous avez les payloads en raw, c'est-à-dire que ça va être des payloads donc en brut, c'est-à-dire là, on est sur du terre à terre et on peut donc tout simplement voir un petit peu à quoi ça ressemble ce type de payload et vous pouvez donc les analyser, les customiser, pourquoi pas, selon votre besoin. Ce n'est pas forcément quelque chose dont vous aurez toujours besoin, mais ça reste assez intéressant. Vous avez aussi le payload donc en BAT que vous pouvez retrouver et les payloads en PowerShell. Donc d'ailleurs, c'est ce qui va être ou c'est ce qui va être le plus utilisé. On va d'ailleurs utiliser cet exemple-là dans notre contexte. On peut aussi avoir donc une approche HTA.
Donc, ce qui est pas mal du tout, ou un payload qui va être écrit en HTA. Donc, c'est assez sympa. Si vous vous rappelez l'HTA, on en avait discuté. Je ne sais pas pour ceux qui suivent les formations. Dans les toutes premières formations, je n'en ai pas discuté depuis le début. Donc, HTA, c'est pour HTML Application. Donc, tout simplement, c'est un programme HTML capable d'exécuter des scripts. Donc, ça peut être exploitable dans certaines conditions, pas toujours, mais dans certaines conditions, on peut les exploiter. C'est pas toujours quelque chose d'exploitable simplement, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Après, on a aussi d'autres techniques plus avancées, donc tout simplement en utilisant du Reg Server 32, donc le Reg Server. Donc, quelqu'un a déjà une idée par rapport au Reg Server. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à partager avec nous sur le chat, sachant que ça fait partie des techniques aussi, personnellement, que j'utilise beaucoup dans les approches Red Teaming. Et c'est aussi une technique qui est très, très intéressante. Et c'est en fait tout simplement donc, c'est tout simplement une technique en ligne de commande qui permet de pouvoir enregistrer, désenregistrer des DLL. Donc, du coup, ça permet notamment de charger notre payload. Donc, après, c'est quelque chose qu'on va découvrir dans les techniques avancées relatives aux techniques de red teaming par la suite. Donc, là, on a aussi d'autres types de payloads qui vont être générés. Donc, là, des droppers et les payloads. Donc, on va pouvoir retrouver avec différents langages, différentes versions de PowerShell, en mode DLL aussi, donc avec les différentes techniques, etc., etc. Des payloads .NET to JS, des fichiers exécutables, donc là, des ex tout simplement, pas plus, des MS Build que vous pouvez exploiter, des CSC, enfin des fichiers C#, des fichiers bin, et bien sûr des fichiers ou des droppers en SH. Donc là, c'est vraiment du Python ou des droppers écrits en Python pour de l'OS X, de Linux et du Windows. Et des shellcodes que vous pouvez donc exploiter directement. Vous avez aussi donc le lien vers un de mes payloads les plus favoris. Donc, c'est ce dernier. Donc là, je vais même faire un petit truc, je vais l'ouvrir directement. C'est en fait le payload. Oups, là c'est macro.txt. Et c'est en fait un payload pour les macros. Donc là, ça, si vous faites du red teaming, ça va vous être vraiment très, 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 très utile. Parce que tout simplement, ça vous permet de pouvoir principalement avoir une macro qui est prête à l'emploi et que vous pouvez directement intégrer dans un document Word. Et pour pouvoir piéger donc les cibles de votre exercice Red Team. Donc, c'est assez sympa aussi à exploiter. Donc là, ça fait partie de mes techniques favorites. Et donc là, on a fait un petit peu le tour, sachant que vous pouvez retrouver tous les payloads dans var poche C2, le nom du projet que vous êtes en train d'exploiter, et ensuite payload. Et là, vous pouvez donc retrouver la liste de vos payloads, donc et les payloads plus concrètement, que vous pouvez exploiter comme vous souhaitez. Donc, une fois que vous avez lancé votre serveur, on va donc tout simplement lancer Poche concrètement, qui va nous permettre à ce moment-là de pouvoir nous authentifier avec un nom d'utilisateur, déjà en spécifiant un nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, c'est pour séparer donc tout simplement les implants, mais aussi dans le cas où vous allez exploiter par la suite Poche dans des environnements où vous allez pouvoir faire du travail collaboratif. Donc là, je vais lancer ce dernier. Et là, j'ai mes dernières sessions. Donc là, en fait, ce dernier, c'est ce qui va me permettre de pouvoir interagir avec mon serveur, ce qui va me permettre de pouvoir envoyer des commandes, de pouvoir interagir avec les machines vulnérables, enfin les machines compromises, et ainsi de suite. Donc, ces exemples, je peux prendre n'importe quel type de charge malicieuse. Dans mon cas, je vais prendre celle relative au PowerShell et je vais me diriger vers ma machine Windows 10. Donc là, au niveau de ma machine, je vais pouvoir
récupérer, je vais pouvoir donc, tout simplement coller mon payload en PowerShell. Hop, donc on va voir pourquoi. Hop là, donc là, le petit copier-coller passe pas bien. Donc, on va le mettre sur un petit bloc-notes. Toujours pas. Ah oui, c'est parce que les VMware Tools ou les VM Tools ont été donc tout simplement arrêtés. Donc, je vais redémarrer rapidement la petite machine et je vais donc exécuter ce dernier. Donc, sachant que ici, bien sûr, vous pouvez récupérer tous vos payloads et exécuter le payload qui vous intéresse de manière extrêmement facile. Donc, du coup, après, ça dépend de la technique que vous allez utiliser, de l'approche que vous allez pouvoir exploiter et de la technique que vous souhaitez utiliser. Donc, après, bien sûr, il ne faut pas utiliser les choses aveuglément. Je vous conseille vraiment ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire comment il s'appelle déjà, l'Atomic Red Team, qui vous permet vraiment de structurer vos approches. Et pour de l'orchestration côté Red Teaming et de l'automatisation de tâches, c'est différents éléments qu'on va pouvoir découvrir ensemble par la suite. Et ça va nous être vraiment très intéressant puisque j'avance vraiment dans ce sens de vous fournir des éléments qui vont vous être de plus en plus utiles. C'est pour ça que j'ai besoin de vos recommandations, enfin de vos suggestions, excusez-moi, relativement au webinar pour pouvoir aussi me diriger pour par rapport à ce qui va vous être forcément utile donc, dans vos exploitations de tous les jours et surtout dans ce contexte qui va être un contexte de Red Teaming. Donc là, normalement, si je refais mon petit copier-coller, ça devrait marcher correctement. Parfait, c'était bien les VM Tools. Et là, j'exécute mon petit script. Donc, il va se lancer en mode hidden. Et si je reviens vers mon petit push, donc là, si je tape entrée pour faire un refresh, j'ai mon client en vert qui a été rajouté. Donc, la machine victime qui a été rajoutée. Donc là, vous avez aussi le module qui a été utilisé. Si vous utilisez du macro, vous aurez un petit macro ici à la place du PS. Si vous avez un dropper, vous allez avoir donc vous n'allez pas vraiment avoir quelque chose de spécifique. Exécutable, pareil, vous aurez un petit texte, etc., etc. Chose que vous pouvez aussi customiser. Donc là, à partir de là, il suffit de taper le nom de votre implant, donc implant, si vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a pu découvrir. Et là, on est dans un shell et on est en train de communiquer avec la machine de la victime. À ce moment-là, on peut effectuer tout ce qu'on souhaite relativement à ce qu'on a pu découvrir par rapport à ce qu'on a au niveau des différentes phases qu'on a spécifiées qu'on veut faire ou mettre en place pour de l'émulation adverse. Donc, à ce moment-là, vous verrez ce que vous souhaitez faire et vous pouvez le faire. Donc, quand même, on va voir quelques petits exemples qui peuvent être exploités. Donc, par exemple, je peux utiliser un petit exemple assez simple. Donc là, vous allez remarquer pourquoi j'ai laissé, pourquoi j'ai laissé la deuxième fenêtre en haut. Donc, d'ailleurs, ici, vous avez donc la détection de l'AMSI. Donc, Pierre, il y a un antivirus sur la machine. Donc, mais il n'a pas vu grand-chose. Et je ne sais même pas, je pense qu'il y a déjà aussi. Donc là, il y a même celui de Komodo. Pour ceux qui étaient avec nous dans l'ancien webinar, sur la partie EDR, ben là, en fait, il y a l'EDR de Komodo, il y a le firewall, il y a le HIPS, il y a tout qui est activé de chez Komodo. Donc, je n'ai pas testé avec d'autres solutions forcément. Windows Defender, ça passe. Avec du Komodo, ça passe. Avec du Kaspersky, ça passe. Mais par contre, quand j'ai testé tout à l'heure avec de l'EZ, ça ne passe pas. C'est mort directement. Donc, oui, il y a un antivirus Pierre. Et donc, oui, il n'y voit pas vraiment gros-chose. Et donc, à partir de là, on peut vraiment tout faire. Et Nicolas, côté persistance, oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, d'ailleurs, si je fais un petit help, donc là, regardez, il y a un petit truc super sympa. Si je fais juste le petit H, j'ai un petit invite commande et qui va donc tout simplement nous permettre de pouvoir nous fournir donc les commandes les plus qu'on peut exploiter dans ce sens. Ça dépend de ce que vous cherchez.
incluant la persistance. Donc, si je fais un petit help pour voir la liste des commandes qui s'offrent à moi, donc je vais faire comme ça. En fait, vous avez toutes les commandes qui ont été embarquées et qui peuvent être donc tout simplement exploitées. Bon, il y en a beaucoup, je ne vous cache pas. Donc, il y a des features spécifiques au type d'implant, c'est-à-dire au type de machine, comme du getH. On va en voir quelques exemples, du writefile, des commandes spécifiques à DH. Vous pouvez aussi donc avoir des commandes pour faire de l'évaluation de privilèges, comme par exemple de l'invoke all checks. Vous pouvez exécuter ou exploiter des vulnérabilités comme du MS1632, exploiter des vulnérabilités comme de l'Eternal Blue, accéder donc tout simplement à de la gestion de fichiers. Par rapport à ta question, Nicolas, on va le voir aussi pratiquement, mais aussi on a de la persistance qu'on va pouvoir exécuter, qu'on va pouvoir effectuer, donc de différentes manières, via WMI, très puissant. On a aussi de la persistance niveau service, etc., etc. Et en exploitant un exécutable, donc on va rajouter un petit, comment ça s'appelle déjà, un petit autorun d'exécution et ainsi de suite. Et même vous avez des scripts qui vont vous permettre de pouvoir effectuer spécifiquement des attaques orientées AD. Donc ça, si c'est pas beau, des attaques sur la partie domaine, trust, mouvements latéraux, en exploitant aussi des shellcodes, etc., etc. Donc, ça peut vraiment aller très, très loin. Donc, on peut commencer par des approches assez simples, sachant que, avant que j'oublie, vous avez aussi une liste de modules que vous pouvez exploiter. Donc, c'est des scripts, vous pouvez même rajouter les vôtres. Donc, c'est des modules PowerShell pour ceux qui sont assez communs avec le test d'intrusion PowerShell ou encore avec le test d'intrusion qui va être orienté environnement AD. Donc, on va se comprendre directement. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, tous les scripts qu'il vous faut, tous les invoques, du Power View, du Power SQL, du Power Up pour l'élévation de privilèges, etc., etc. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez aussi faire ou exécuter des commandes simples comme du hdump. Et là, en fait, quand vous allez envoyer une commande, c'est votre serveur CNC qui va pouvoir recevoir, donc tout simplement, la réponse. Donc, à partir de là, vous pouvez récupérer ou exécuter les commandes que vous souhaitez. C'est votre serveur CNC qui va recevoir les résultats. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, on a récupéré le hash donc, du client. Donc, on a dumpé le hash de manière assez simple. On peut aussi exécuter la commande qu'on a pu voir tout à l'heure, l'invoke checks, qui va nous permettre éventuellement de pouvoir élever nos privilèges et ainsi de suite. Donc là, tout dépendra des services qui vont tourner au niveau de la machine, de ce qu'on est en train de faire et ainsi de suite. On peut exécuter des trucs plus simples comme get external IP pour récupérer l'adresse IP externe. Donc après, ce n'est pas tous les commandettes qui vont forcément fonctionner du premier coup. Après, il faut vérifier si vous avez importé tous les modules qu'il faut, mais vous avez donc la liste de tout ce dont vous aurez besoin au niveau, donc tout simplement, du petit help ou aussi au niveau des documents. Donc après, il faut bien structurer votre approche et pour pouvoir donc l'utiliser de manière plus simple. Donc après, bon, ça c'est des commandes LED, mais sinon sur votre implant, donc d'ailleurs si j'envoie juste un petit netstate ou autre, donc là il faut vraiment vérifier ce que vous allez utiliser. Donc là, en fait, quand vous avez l'obsec warning, ça veut dire tout simplement que ça peut être ou c'est facilement détectable par les équipes de sécurité. Donc, c'est des commandes qui sont susceptibles d'être facilement détectables et ainsi de suite. Bon, après, il y a beaucoup de choses à faire pour tout vous dire. Il n'y a pas que ça. Après, vous pouvez récupérer, vous pouvez importer les modules que vous souhaitez pour pouvoir les tester. Quoi d'autre? Exécuter du Sherlock, du test proxy, du Sharpound pour ceux qui ont assisté à mon webinaire sur Bloodhound. Bah, là aussi, vous pouvez l'intégrer directement et c'est violent. Donc, c'est super intéressant. Donc, bien sûr, relativement à une question que je viens de voir passer, vous n'êtes pas obligé de pouvoir être dans le même réseau. Donc, vous pouvez le faire aussi, bien sûr, dans des infrastructures. Généralement, on le fait sur du cloud, sur de l'AWS, du DigitalOcean ou autre, même si aussi de plus en plus, aujourd'hui,
comment dire, de plus en plus donc d'éditeurs ou de fournisseurs cloud vont pouvoir détecter ce dernier. À ce moment-là, donc on aura fait un petit peu le tour. Donc, on va passer à Covenant. Donc, j'espère que Push vous a été intéressant. Mon Push, on peut aller très loin dessus. Donc, la question de temps, je ne peux pas m'approfondir dans l'import des modules, les tests, dans des vraies études de cas, mais c'est quelque chose qu'on va voir dans mes formations sur Alform, dans les prochaines formations qui arrivent et dans d'autres approches pareillement. Donc, du coup, donc là, on a fait un petit peu le tour avec la partie Push. Donc là, on va donc tout simplement sortir et on va pouvoir donc tout simplement utiliser un autre outil qui se nomme Covenant. Covenant, c'est un petit peu le meilleur ami du débutant. Covenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lignes de commande, bon, je vous conseille d'utiliser Covenant. Covenant, bon, c'est pas un outil qui est vraiment très avancé comme ce qu'on peut retrouver avec Push au niveau des payloads, des fonctionnalités, des commandes, des modules et ainsi de suite, même s'il est riche, simple, intuitif, parce que bon, il a une interface graphique et c'est un framework que vous pouvez importer ou vous pouvez exploiter de manière super simple. Donc moi, honnêtement, je n'utilise pas ce framework sur Windows. Vous l'aurez remarqué, c'est écrit en .NET. Donc du coup, par défaut, ça va tourner parfaitement sur du Windows, sur du Linux aussi, mais l'installation sur du Linux prend beaucoup plus de temps et d'énergie que sur Windows. Moi, j'ai opté beaucoup plus, ou j'opte beaucoup plus, donc vers une utilisation, donc tout simplement en exploitant du Docker. Donc du coup, on va utiliser du Docker dans notre cas aussi. Je pense que là, j'ai utilisé, donc là, je vais le nommer C2 prod pour le nom de mon conteneur. C'est bon, super. Et je vais donc tout simplement lancer ce dernier en mode dockerisé. Alors, ça sera beaucoup plus simple pour moi de pouvoir l'utiliser ainsi. Donc là, vous avez l'URL de Covenant qui va pouvoir s'afficher. Donc, je copie ça. Et je vais donc tout simplement faire un petit CTRL-SHIFT-T pour pouvoir ouvrir mon petit Firefox et me diriger vers l'interface. Bon, c'est un certificat auto-signé, donc c'est normal que vous puissiez voir ça. Vous vous enregistrez avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et là, en fait, vous avez votre billet dashboard. Donc là, je pense que ceux qui détestent utiliser les interfaces graphiques, vous me direz c'est beaucoup plus intéressant. Les interfaces en ligne de commande, vous me direz que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facile. Donc oui et non, parce que bon, de mon côté, j'ai eu beaucoup de bugs, aussi bien au niveau de Push qu'au niveau de ce dernier, mais ça reste quand même assez simple à exploiter, assez simple à exploiter. Même si vous avez des bugs, vous pouvez quand même utiliser ce dernier dans certains use cases. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps où vous aurez des problèmes ou des bugs dans ce sens, mais bon, je vous conseille de l'utiliser dans un environnement virtuel pour pouvoir l'évaluer. L'environnement, bien sûr, il doit être relatif à votre contexte technique et opérationnel. Et je vous conseille donc principalement de pouvoir donc l'utiliser dans ce sens. Donc la première des choses, c'est de pouvoir créer un listener. Donc un listener, comme son nom l'indique, donc il va écouter, il va attendre tout simplement de pouvoir recevoir des connexions. Donc le listener est là pour pouvoir donc tout simplement recevoir donc tout simplement des connexions entrantes à partir des machines de vos victimes. Donc, quand je dis victime, c'est dans l'aspect légal de la chose, même si c'est largement utilisé aussi par des cybercriminels. Vous allez voir après, bon, on va rigoler un petit peu avec, comment ça s'appelle déjà? On va rigoler un petit peu avec les expositions sur Shodan, mais bon, entre parenthèses, côté listener, côté Covenant,
Donc, il y en a beaucoup qui sont exploités. Donc, après, là, on va créer notre listener customisé. Je peux lui donner un nom comme je le souhaite. Je peux laisser le nom par défaut, il n'y a pas de souci. Je peux lui dire, par exemple, listener, test, ou, allez, on va dire listener, test 001. Là, vous spécifiez l'adresse de Binding. Donc là, en spécifiant les 4 zéros, ben, c'est toutes vos interfaces en même temps. Le port de connexion. Donc après, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser de l'SSL ou autre. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut l'utiliser. Et là, c'est l'adresse de connexion. Donc, par défaut, c'est l'adresse publique ou c'est vos adresses publiques. Donc, quand vous allez donc avoir un serveur CNC dans une approche Red Teaming, vous allez déployer dans une infrastructure, par exemple en cloud. Donc, c'est l'adresse publique que vous allez mettre ici. Donc là, dans ce cas-là, je vais mettre mon adresse réseau. Et je peux en mettre beaucoup. Donc après, vous pouvez aussi choisir un profil par défaut. Donc là, parce que vous avez même des bridge listeners. Si vous voulez vraiment vous protéger et rester le plus furtif possible, bon, ça, c'est des options avancées. On en discutera par la suite. Et là, je crée mon listener. Je peux en créer beaucoup, un par port, il n'y a pas de souci. Donc ça marche parfaitement bien. Donc, une fois que j'ai effectué ceci, j'ai ce qu'on appelle un onglet qui s'appelle Launcher. Launcher, c'est tout simplement vos payloads. Donc, c'est des payloads pré-programmés ou si vous préférez des payloads pré, entre parenthèses, que vous pouvez utiliser. Donc, vous remarquerez par défaut que c'est beaucoup plus pauvre en termes de nombre de payloads que ce qu'on a vu avec Poche C2. Donc, il y a de l'install utile, MS build, donc là, tout ce qu'on retrouve d'ailleurs de l'autre côté, au niveau du Poche C2, du PowerShell, du shellcode direct, etc., etc. Donc, ça dépendra de l'approche que vous voulez. Dans mon cas, je prends du PowerShell. Et là, vous choisissez le listener, ou relativement listener que vous avez déjà choisi, le template que vous voulez utiliser, une communication HTTP, SMB en brut jusqu'à trouver le port qui marche. La version .NET à exploiter. La validation des certificats ou dans le cas où vous avez utilisé un certificat. Le délai, etc., le jitter. Et là, vous cliquez sur Generate pour pouvoir générer le script à utiliser. Vous pouvez aussi télécharger le script PS1 que vous allez pouvoir donc tout simplement utiliser. Bon, le grunt, c'est pour grogner. C'est un grognement, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir une connexion, il y aura un petit grognement, donc du coup, une interaction avec la machine de la cible. Vous pouvez choisir d'ailleurs votre launcher directement ou encore, vous pouvez même choisir un launcher encodé. Donc là, par exemple, je vais choisir celui qui est assez simple et qu'on peut exécuter et utiliser au niveau de la machine de notre victime. Donc là, une fois qu'on a récupéré ce dernier, donc on a le grunt qu'on peut voir ici. Donc là, il n'y a pas de machines qui ont été compromises. Donc les grunts, grognements, c'est relatif aux machines compromises. Donc là, si je passe par ma Windows 10, toujours avec les antivirus activés, avec les mises à jour et tout ce que vous voulez, je peux exécuter mon script. Bon, les scripts, ils peuvent être exécutés de différentes manières, de différentes approches. Ce n'est pas forcément cette approche qui va être vraie. Sachant que là, il a été exécuté dans une sandbox. Et la sandbox, elle va y voir que du feu. Et là, comme vous pouvez le voir, dès que le script est exécuté de quelconque manière ou que qu'un launcher a été exécuté, bon, ça peut être aussi un MS build. Ça dépend de ce que vraiment de ce que vous avez utilisé pour pouvoir envoyer votre charge malicieuse. Donc, ça peut être même des binaires directement. Vous pouvez générer les fichiers exécutables et ainsi de suite. Ça dépend vraiment de ce que vous allez pouvoir utiliser. Vous aurez votre machine qui va pouvoir apparaître au niveau... Excusez-moi, qui va apparaître au niveau, donc tout simplement, des zones compromises, c'est-à-dire au niveau des grunts. Donc, je clique sur cette dernière et je suis dessus. Donc, on a les adresses IP, les informations, la version, les temps d'allocation, etc., etc. Le nom de la machine qu'on peut changer, quelques petites notes. Et là, en fait, vous pouvez interagir avec votre cible. Donc, si je fais un petit help, donc là aussi, c'est assez interactif. Si je fais un petit help, je peux voir un petit peu la liste des commandes qui s'offrent à moi. Donc là, je peux exécuter d'autres scripts PowerShell ou d'autres approches. Par exemple, ici, je peux bypasser l'AMSI. On en a discuté tout à l'heure. Donc, hop, je
je peux taper juste bypass MC et là, l'interaction va être faite. Donc là, on n'a pas besoin d'ouvrir plein de trucs en même temps. Donc, du coup, tac, tac, voilà, MC bypass succeeded. Et là, par exemple, on a bypassé l'MC au niveau de la machine cible. Je peux exécuter bien sûr d'autres commandes, ça dépend de l'approche qu'on veut suivre, ça dépend de ce qu'on veut effectuer, et ainsi de suite. Donc, soit on va passer par ici, soit on va passer par les tasks. Et ici, au niveau des tasks, vous avez toutes les tâches ou toutes les tâches qui peuvent être exécutées ou les modules qui peuvent être chargés et donc utilisés. Par exemple, bon, je peux utiliser du preset, du LSA secrets pour pouvoir les dumper, du logon passwords, du Kerberos. C'est vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc, il y a vraiment il y a toutes les possibilités que vous pouvez effectuer, du bypass IAC, de la copie de quelques fichiers. Donc, c'est assez sympa parce que, bon, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à la ligne de commande et qui n'ont pas envie de pouvoir vraiment le faire, bah, vous pouvez le faire aussi. Et là, vous pouvez aussi voir la liste des tâches qui ont été exécutées préalablement. Donc là, ça fait partie des deux approches. Vous pouvez faire des mouvements latéraux, faire des petits scans, faire des petits screenshots de la machine. Donc là, on a vraiment toutes les exécutions qui vont pouvoir être possibles. Exécuter des shellcodes, voir la liste des tâches, ou aussi utiliser aussi du SharpUp. Donc c'est une petite intégration de PowerUp en PowerShell. Ouais, voilà, c'est un PowerShell. Faire lancer du ME4, etc., etc. Bon, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez au niveau de la machine. C'est assez complet, c'est assez intéressant. Les résultats, bien sûr, de chaque commande, vous pourrez les récupérer ici. Donc, en cliquant sur la commande, vous avez les inputs et les outputs de chaque commande que vous avez exécuté pour après comprendre aussi s'il y a eu des soucis au niveau de l'exécution des commandes et ainsi de suite. Bien sûr, vous avez les différentes tâches ici qui sont répertoriées, que vous pouvez customiser. Il suffit de cliquer sur la tâche en soi. Vous avez bien sûr le nom, la description, les différentes informations, les options, mais aussi en bas, le script qui va pouvoir être exécuté, chose que vous pouvez customiser et c'est vraiment assez violent dans le sens où c'est assez simpliste. Vous avez aussi les librairies qui sont embarquées, comme du SharpDump, du SharpWMI, c'est magnifique, du Rebus, du SharpSploit, etc., etc. Donc avec des modules post-exploitation, les différentes librairies qui peuvent être embedded, donc embarquées avec, donc qui peuvent être utilisées, et les ressources qui vont pouvoir être embarquées. Donc dans ce cas-là, on a du PowerCats, l'implémentation, la fameuse implémentation du Mimikatz en PowerShell. Et donc là, on peut exécuter tout ce qu'on souhaite sur la machine, comme du persist autorun par exemple. Donc là, si je reviens vers mon grunt, je peux venir ici vers mon interact. Donc là, j'ai les résultats. Et je peux retrouver aussi donc, mes techniques de persistance, que ce soit en WMI, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il suffit d'exécuter ma petite tâche. Je peux aussi l'exécuter. Donc là, bon, je peux exécuter de la persistance au niveau du startup. Je peux customiser mes commandes à exécuter de manière encodée, que ce soit sur du com hijack, que ce soit sur de l'autorun, etc., etc. C'est assez intéressant à pouvoir donc être exécuté dans ce sens. Salut Damien, bienvenue à toi quand même. Et donc, du coup, là, vous avez aussi une petite vue graphe, les données qui ont été éventuellement exfiltrées. Et bien sûr, donc là, le petit dashboard donc, que vous pouvez retrouver donc, au niveau de votre interface. Je répète que ici, encore une fois, un des éléments les plus importants et que je trouve assez sympa, c'est que vous pouvez aussi rajouter vos tâches. Donc, et ça, c'est assez intéressant parce que, bon, dans un red team ou dans une approche red teamée, on va pouvoir être amené à exécuter des éléments bien spécifiques, comme ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'approche avec l'Atomic Red Team. Donc, d'ailleurs, c'est Damien qui vient de nous rejoindre, qui m'a rappelé pour l'Atomic Red Team de pouvoir le rajouter au niveau du webinaire. Merci Damien, comme d'hab, de tes bonnes idées. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de pouvoir suivre ce processus. Et là, vous pouvez rajouter dans vos approches. Donc là, comme vous le savez déjà, Covenant, c'est en .NET, c'est en C#. Donc, ce que vous allez faire, ça va être en C#. Vous pouvez choisir
donc les ressources ou les librairies qui vont être implémentées, les ressources qui vont être embeddées, sachant que vous pouvez aussi choisir vos propres ressources qui vont pouvoir être hébergées dans vos serveurs CNC ou par rapport à vos payloads qui peuvent être rajoutées par la suite. Donc là, c'est des petites références aussi que vous pouvez rajouter, les options que vous pouvez bien sûr aussi rajouter par rapport à ce que vous allez créer comme script. Et là, vous pouvez le faire. Vous pouvez créer votre tâche de manière assez simple. Et donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Juste un petit coup pour l'anecdote. Donc, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc, je partage ça avec vous avant de pouvoir finir ce dernier. Donc là, c'est une petite docs. Donc, je vais partager ça avec vous d'ailleurs sur le chat pour pouvoir retrouver donc des serveurs CNC de Covenant ou des serveurs accessibles sur le net de Covenant. Et ça m'a fait rigoler parce que quand même, on en retrouve beaucoup, un petit peu partout. Que ça soit, bon, je montre Shodan encore une fois, mais ce n'est pas mon outil préféré pour faire du test d'exposition. Pour être honnête avec vous, c'est assez impressionnant ce que vous allez pouvoir retrouver avec Zoom Eye. C'est beaucoup plus efficace que ce qu'on va retrouver avec Shodan en termes de quantité, de précision aussi. Je vous conseille vraiment de jeter un petit coup d'œil. Donc là, c'est juste pour l'anecdote. Tout à l'heure, avant le webinaire, je me suis dit, bon, on va jeter un petit coup d'œil dessus. Et c'est un truc de fou parce que, bon, malheureusement, on en retrouve donc beaucoup accessibles sur le net. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a beaucoup avec des noms d'utilisateurs et des mots de passe par défaut. Mais bon, ça, c'est juste pour l'anecdote entre parenthèses. Et donc, du coup, donc à partir de là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les éléments. Donc, on a vu un petit peu les choses de manière assez introductive, si vous voulez, parce que, bon, comme vous le savez, c'est pas toujours évident de pouvoir balayer toutes les fonctionnalités. Et donc, bien sûr, à ce moment-là, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir au niveau. Donc, avec plaisir au niveau du chat. Donc, j'espère en tout cas que c'était intéressant. Que ça vous a apporté une certaine valeur ajoutée pour ceux qui ne connaissaient pas forcément les deux frameworks. Donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser vos remarques. Donc, là, je vais essayer de pouvoir répondre aux questions. Donc, oui, comme a dit encore une fois Damien, bon, s'il y avait eu une bonne configuration effectuée, on aurait pu donc détecter ce type d'attaque de manière plus simple, plus facile. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et la configuration est souvent faite de manière assez basse. Et donc, du coup, donc on va répondre un petit peu aux différents éléments. Sur la partie Zero Trust, Zero Trust, toujours penser à cette approche ou à ce mode donc, disons qu'à cette approche, cette approche de sécurisation reste la meilleure des choses, même si ce n'est pas toujours simple. Donc, ce n'est pas toujours simple de pouvoir la mettre en place. Et même si c'est mis en place, souvent, on a tendance à pouvoir zapper beaucoup de choses. Et qui veut dire sécurité en profondeur ou Zero Trust, parce que pour moi, du Zero Trust, c'est de la sécurité en profondeur plus. Donc, ce n'est pas que périmétrique, bien sûr, c'est aussi les machines, c'est aussi les politiques, la sensibilisation, etc. Mais il y a des êtres humains derrière. Et tant qu'il y a des êtres humains, il y a des vulnérabilités et il y a des exploitations possibles. Pour les autres questions, donc là, Nicolas, je pense que j'ai répondu à ta question. Encore une fois, ça me fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Donc, par rapport, oui, donc comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de modules de persistance et des modules aussi spécifiques à de l'AD, par exemple, pour de la persistance orientée AD. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être exploité de manière très avancée. Et bien sûr, on n'est pas obligé de sur le même réseau. C'est tout le principe du CNC. Donc, on n'a largement pas l'obligation de pouvoir l'être. Donc, les différents payloads des deux frameworks sont-ils bloqués par des EDR évolués? Donc là, en fait, dire qu'un EDR évolué ou pas, je ne peux pas dire qu'il y a un EDR évolué
et qu'il n'y a pas un EDR qui va être évolué. Ça dépend de l'EDR, ça dépend de sa configuration, ça dépend de son taux de détection, ça dépend de beaucoup de choses, des techniques utilisées. Donc d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup d'entre vous et malheureusement, ce n'est pas tous les EDR qui vont pouvoir tilter relativement aux techniques qui vont être utilisées. C'est comme les antivirus, c'est comme les anti-malware de manière globale, les solutions de protection endpoint. Il y en a qui vont pouvoir détecter certaines attaques, d'autres non. Il faut faire un benchmarking pour pouvoir essayer. Je ne saurais pas répondre tout de suite. Pour Tetris, je sais qu'il y a une grosse équipe derrière. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'antécédents, donc qui sont vraiment très calés techniquement. Donc je connais quelques personnes de l'équipe. Mais derrière, je ne suis pas sûr ou je n'ai jamais testé la solution. Pour Arfang Labs, j'ai testé Poche C2. Ce n'est pas tous les payloads qui sont détectables. Après, bien sûr, vos payloads, vous pouvez aussi les customiser et vous pouvez aussi, customiser, c'est-à-dire quand je dis customiser, vous pouvez les obfusquer. Et cette obfuscation peut vous faire gagner beaucoup d'efficacité relativement à ces EDR. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit, je ne peux pas me prononcer par rapport à tous les payloads et par rapport au taux de détection. Ça dépend de la situation, ça dépend du payload, ça dépend de son implémentation et ça dépend de l'EDR et de sa configuration. Donc, de manière globale, je ne peux pas vraiment me prononcer sur Tetris, mais sur Arfang Labs, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns de Poche C2 qui étaient détectés, pas tous. Par rapport à Covenant, je n'ai pas pu tester. Donc, honnêtement, pour être complètement transparent avec vous. Après, pour approfondir vos connaissances relativement à Poche C2, il y a la doc officielle déjà. Et donc, il y a aussi, donc, je partage avec vous une petite ressource assez intéressante. Donc, c'est des articles qui ont été écrits par Netitude Lab, donc le lien sur le chat. Et il y a vraiment beaucoup de use cases relativement à Poche C2. Je vous conseille de pouvoir le voir sur leur blog. Il y a aussi d'autres exploitations ou d'autres labs très puissants qui ont été développés au niveau de ce dernier. Donc, je vous conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. D'autres questions, s'il vous plaît, avant qu'on termine le webinaire. Des suggestions peut-être par rapport au prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, vous avez la petite page de suggestions qui a été partagée par mon collègue tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là, si vous avez des suggestions par rapport au prochain webinaire, donc ce que vous aimeriez voir, et ainsi de suite. Et du coup, voilà. Donc, on aura fait un petit peu le tour de ces différents éléments. Donc, on va avoir d'autres questions. Peut-on utiliser ces solutions pour faire de l'audit? En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est des solutions, ce n'est pas pour des attaques illégales, on est bien d'accord. C'est des attaques pour faire du red teaming. C'est des attaques qui vont pouvoir être mises en place dans un audit. Un audit peut contenir un test d'intrusion, bien sûr. Et à ce moment-là, bien sûr, au niveau de votre test d'intrusion, quand je dis test d'intrusion, c'est approche red teaming, c'est là vraiment où on va pouvoir exploiter ce type d'outils, donc et adversary emulation. Donc à ce moment-là, oui, on peut utiliser ces solutions et c'est largement utilisé. D'ailleurs, c'est tout l'objectif de notre discussion. Ensuite, ces deux outils, y a-t-il un risque sur un environnement de prod? En fait, tu définis ça, Driss, au niveau de ta portée, c'est-à-dire au niveau de l'analyse, quand tu vas pouvoir, quand tu vas faire ou quand tu vas pouvoir mettre en place ton approche ton approche de pre-engagement, donc dans le contrat que tu vas établir pour définir la portée, etc., tu vas définir bien sûr les machines sur lesquelles tu peux opérer, qu'est-ce que tu vas pouvoir effectuer si jamais tu es prestataire. Après, si tu es en interne, c'est une réunion aussi, pré-red team, pré-pentest, dont la mise en place de la méthodologie à suivre et dans les scénarios. C'est quelque chose que tu vas faire à l'avance et bien sûr, il y a des actions qui vont pouvoir être perpétrées et qui peuvent toucher la prod. Ça, c'est normal. Donc, ça, c'est vraiment normal. Et parfois même, tu as ce qu'on appelle l'effet pentest, c'est-à-dire que tu peux même parfois juste lancer un petit coup de scan, un paquet mal formé par-ci, par-là, et ça peut donc tout simplement bousiller des systèmes. Petit exemple, mon expérience avec les systèmes ICS SCADA,
où le test d'intrusion peut s'avérer être un vrai calvaire et c'est très très sensible. Donc après, il faut bien sûr évaluer, jauger, et c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, bien sûr. Donc j'ai vu aussi une petite question tout à l'heure. Tac, 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 je pense que c'était de Cyril. Comment tu gères l'obsèque au niveau d'une team? Y a-t-il une validation auprès du team leader avant de lancer les commandes susceptibles d'être détectées? En fait, ça dépend, Cyril, de l'approche qui va pouvoir être exploitée. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'entreprise et ça dépend de l'approche. Après, bien sûr, il y a des entreprises qui aiment bien orchestrer les exercices red team qui vont pouvoir être effectués. Donc à ce moment-là, il y a toutes les commandes qui vont être exécutées, toutes les approches, tous les différents éléments, et on est beaucoup plus dans du purple teaming que dans des approches red teaming. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la blue team va pouvoir vraiment être là, être vraiment concentrée sur la partie ou sur l'aspect défensif, de pouvoir vérifier la détection ou le taux de détection, le niveau de détection relativement à l'émulation ou l'adversary emulation ou l'émulation adverse qui va pouvoir être effectuée. Donc à ce moment-là, pour moi, ça s'approche beaucoup plus d'un purple teaming qu'autre chose. Et dans le cas d'une infrastructure, donc en prod qui va être sensible, oui, il faut faire très attention, il faut tout valider avant de pouvoir tout faire. Sinon, si vous n'êtes pas forcément dans ce contexte-là, dans des exercices red team traditionnels, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est par expérience de mon côté aussi, ce n'est pas quelque chose que je valide avec donc, les différentes personnes ou les différents responsables au préalable. J'espérais avoir répondu à ta question, Cyril. Donc, du coup, tac, 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 tac. Donc, je pense qu'il y a plus de questions. Donc, je vous dis en tout cas merci à tous d'avoir été là. Donc, je vous promets de belles choses. Donc, de grandes choses vont arriver. Je vous prépare des webinaires plus intéressants, des formations encore plus. Ça sera vraiment très poussé. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma formation OSINT, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Donc, en tout cas, voilà, j'ai essayé de pouvoir vous ramener, enfin, vous donner une information assez concentrée. Je vous remercie à vous tous et je vous dis merci de votre confiance et au prochain webinaire toujours avec Alform. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Ciao tout le monde et à bientôt.